Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles sont entrepreneuses, artistes, altruistes, courageuses, têtues, ambitieuses, passionnées. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme. Léa Le Garec, vous avez fait des études touchant à l'immobilier, mais c'est finalement au rythme du ballon rond que s'agence votre vie. Que ce soit sur le terrain ou derrière un micro, vous n'êtes jamais très loin des matchs de Ligue 1. Pourtant, s'il est un sport où la disparité homme-femme reste importante, c'est incontestablement le football. Mais depuis quelque temps, le foot féminin est de plus en plus médiatisé et vous faites partie de cette génération de joueuses qui fait bouger les lignes. Aussi bien en club qu'en équipe nationale, vous avez toujours fait prévaloir votre carrière sportive sur votre activité de consultante pour Canal+, et ce, même lorsque tout n'allait pas à la cadence espérée sur le terrain. Aujourd'hui, vous faites un retour remarqué en équipe de France et vous vous préparez pour votre première Coupe du Monde de foot féminin qui aura lieu cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande. Léa, bonjour. Bonjour Clémence. Évidemment, ma première question, c'est d'où vous vient cette passion ? C'est une histoire de famille, depuis toute petite. Comment est-ce que c'est arrivé ? Mes parents n'ont jamais joué au football, mais par contre mon frère jouait régulièrement à l'école et aussi en club. Et dès le plus jeune âge, j'ai commencé à toucher au ballon, même sur la plage, et ensuite à jouer à l'école avec uniquement des garçons. J'étais vraiment la seule fille à jouer au foot. Et ensuite, on m'a inscrite dans un club de garçons. Et voilà, c'est venu petit à petit et il a fallu se battre avec des garçons pour pouvoir trouver sa place, même à l'école et aussi dans les clubs. On vous regarde comment quand vous dites que vous voulez être une joueuse pro à une époque où c'est quand même extrêmement rare ? J'ai jamais ressenti de critique là-dessus parce que je ressemblais à un garçon manqué. Parfois, il était difficile de penser que j'étais une fille, tout simplement. Par exemple, à chaque fois, mes parents, lorsqu'ils m'emmenaient à la boulangerie, c'était moi qui allais chercher le pain. Et on me disait souvent « voilà jeune homme ». Et plusieurs fois, je remontais dans la voiture et j'étais en pleurs. Et ma mère, elle me disait « qu'est-ce qu'il y a ?» Et je disais « arrête de me couper les cheveux !» Parce qu'on me dit « voilà jeune homme » à chaque fois. Et ça me traumatisait. Mais parce que je m'habillais comme un garçon, je voulais tout faire comme un garçon. J'ai jamais eu de ressenti « ouais, t'es une fille, tu vas pas jouer » parce qu'en fait, pour eux, j'étais un copain à l'école. Donc j'ai pas ressenti ça quand j'étais plus jeune. Et vous décidez à quel âge que vous serez pro ? Dès l'âge de 13-14 ans, lorsque j'ai su que les Clairefontaine existait et que l'équipe de France existait, l'équipe de France féminine. À partir de ce moment-là, j'ai dit à mon père « Papa, je veux aller en équipe de France et je veux devenir professionnelle ». Mais avant mes 13 ans, j'avais pas connaissance en fait de ça. Donc je pouvais pas me dire « je vais devenir footballeuse professionnelle » parce que je savais pas que ça existait. Et il a réagi comment ? Très bien, parce qu'en fait, mes parents, ils m'ont toujours soutenue, ils m'ont toujours accompagnée. Mon père, il venait me chercher 3 fois par semaine après le collège, lui après le travail, il venait me récupérer, je me changeais dans la voiture, je prenais mon goûter dans la voiture. Depuis mes 5 ans et demi, depuis que je joue, ils ont fait tous les tournois avec moi. Là, aujourd'hui, c'est une fierté de me voir à ce niveau-là, parce que ils savent que il y a eu des moments de galère, il y a eu des blessures, il y a eu des déceptions aussi. Et depuis que je suis revenue à Paris, donc à Fleury, ils viennent à tous mes matchs à domicile. Une fois que vous décidez d'être joueuse professionnelle, ça vous pousse à quitter tôt la maison ? Vous partez de chez vous à 15 ans ? J'ai reçu une convocation, je jouais avec les garçons à Évreux. Et un soir, mon coach m'a dit « Léa, va dans ton vestiaire, tu as une convocation ». Et là, j'ai commencé à lire la convocation, équipe de France U16. Et là, je dis « mais c'est quoi ça ?» Et du coup, j'en ai pleuré parce qu'en fait, c'est grâce à cette sélection que j'ai fait des tests d'entrée pour entrer à Clairefontaine. Mais en fait, ils m'avaient déjà observé lors d'un tournoi et avant les tests, ils avaient déjà pris leur décision où ils allaient me sélectionner uniquement si mes résultats scolaires étaient bons. Bon, à l'école, j'avais des bons résultats, donc j'ai été sélectionnée. Et du coup, j'ai fait mon entrée à Clairefontaine. À partir du moment où la fédération met des moyens pour vous former au plus haut niveau, là, forcément, vous voulez que ça en vienne votre métier, tout simplement. Donc, c'est venu naturellement. Petite parenthèse. Pourquoi c'était si important les études ? Le foot féminin, c'est peu sécurisant pour une femme ? Je me suis toujours dit qu'il valait mieux être sereine pour vivre de ma passion, en me disant demain, si tu as envie de tout arrêter, si demain tu te casses quelque chose, tu peux plus jouer au foot, tu as quelque chose derrière. Et pour moi, c'est une sécurité et aussi une conscience personnelle, en me disant c'est pas grave, tu feras autre chose. Mais je pense qu'il vaut mieux le faire dans ce sens-là
que de reprendre ses études à 26 ans, où ça fait 6-7 ans que le soir tu regardes Netflix, et puis finalement, maintenant, il faut te remettre dans les bouquins, etc. Sincèrement, je me voyais pas, et j'avais déjà cette lucidité à 20 ans, de me dire non, hors de question, j'ai pas envie de vivre ça. Je sais qu'il y a Elise Bussaglia, une ancienne internationale, qui est instite à l'heure actuelle, qui, elle, avait vraiment la tête sur les épaules et qui m'a toujours dit « Léa, privilégie tes études et ensuite le football ». Et elle avait raison, parce qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans, et j'ai une licence, j'ai 5 ans d'expérience dans l'immobilier. Ça m'a permis de rentrer à Canal+. Jamais j'aurais pensé être consultante, parce que jamais j'ai pensé à faire de la télé, tout simplement. C'est venu naturellement aussi. Et ça se trouve, je retournerai jamais dans l'immobilier, on peut pas savoir. Mais ça me permet d'être vraiment focus sur le football et de penser à rien d'autre. Dans votre carrière, vous avez donc fait Landinvaux-Guingamp, vous avez Saint-Malo et vous êtes aussi allé en Angleterre. Est-ce que c'est une ambiance différente, un foot différent? Est-ce que c'est des sacrifices personnels importants de quitter son pays pour aller dans un autre pays? J'ai toujours voulu partir à l'étranger, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. C'est vrai qu'à l'époque, je rêvais de partir aux États-Unis. Finalement, j'ai fait le choix de partir à Brighton. C'était une superbe expérience. Maintenant, j'ai pas eu de chance parce que c'était l'année de la pandémie. Donc il a fallu que je rentre plus tôt que prévu. Mais ça m'a permis de rencontrer déjà de belles personnes, de voir aussi que les Anglais sont des personnes très positives, même après une défaite. Et ça fait du bien, parce qu'en France, j'avais pas l'habitude de vivre ça. Et ça, je l'ai gardé. J'ai réussi à garder cette qualité. Ensuite, la culture aussi, comme quoi les Anglais veulent pas faire comme les autres. Tout est différent là-bas. J'étais chez une famille d'accueil. Ça m'a permis de parler d'autre chose que du football et surtout d'apprendre la langue. En 1 mois, à peu près, je parlais déjà et je comprenais. Parce qu'en fait, là-bas, j'avais pas le choix. Personne parlait français. Et je trouve que c'est la meilleure école, en fait, de ne pas avoir le choix et de s'y mettre rapidement. Parce que de pas pouvoir communiquer avec ses coéquipières ou autres, c'est difficile. Et en plus, de pas comprendre les consignes aussi. Mais voilà, c'était une belle expérience. Et j'ai eu l'opportunité d'y retourner l'été dernier lors de l'Euro féminin que j'ai commenté avec Canal+. J'ai pu revoir certaines joueuses et certaines personnes du staff, les nouvelles installations aussi de Brighton. En Angleterre, ça a énormément évolué. Ils ont mis énormément de moyens. Dans le foot féminin ? Dans le foot féminin, exactement. Donc c'est pour dire à quel point le foot anglais a énormément évolué en si peu de temps. Comment on est perçu quand on dit que sa profession, c'est footballeuse ? Les gens se reculent un petit peu et nous regardent de haut en bas et ils nous disent « Ah bon ?» On dirait pas, ou quand on est habillé normalement, parce que je pense qu'ils ont cette étiquette d'une personne en jogging, les cheveux courts. Voilà, c'était un petit peu à l'époque. Ça évolue un petit peu, mais c'est vrai que souvent, lorsqu'on doit écrire notre profession ou la donner, ça surprend beaucoup. Et puis forcément, quand vous dites footballeuse professionnelle, ils pensent que vous gagnez énormément d'argent parce qu'ils pensent directement aux garçons. Certaines personnes sont lucides et disent « Ah ouais, mais bon, c'est dommage que vous gagnez pas la même chose. » Mais tout le temps, en fait, ils parlent d'argent. Chaque fois, ils parlent de ça. On en est où ? Ça a évolué depuis vos débuts ? Heureusement, d'ailleurs, on part de très loin d'ailleurs. Parce qu'à l'époque, nos matchs, ils étaient même pas diffusés. Donc mes premières années à Guingamp, mes parents, ils habitent proche de Paris. Ils voyaient jamais mes matchs. Jamais. Là, depuis 4 ans maintenant, Canal+ a acheté les droits avec la fédération, ils se sont mis d'accord. Et là, du coup, tous nos matchs sont diffusés. Mais même si nos matchs sont diffusés, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent parce qu'en plus, c'est une chaîne qui est payante. Et il n'y a pas énormément de public non plus, de supporters au stade. On pensait qu'après la Coupe du Monde en 2019 en France, ça allait prendre de l'élan parce qu'il y avait quand même du monde. Mais finalement, on se rend compte que c'était uniquement parce que c'était une Coupe du Monde et que le championnat n'est pas suivi comme il devrait l'être. Donc c'est un peu désolant. Vous avez le sentiment que vous devez prouver plus de choses en étant une femme ? Oui, mais surtout quand vous êtes dans un milieu d'hommes. Comme par exemple à Canal+, je suis consultante. Je suis forcément entourée de beaucoup d'hommes, que ce soit des journalistes ou aussi des consultants, des anciens joueurs. Je suis arrivée en tant que consultante à Canal+, c'était l'été de la Coupe du Monde 2019 justement. Et je jouais à Guingamp.
en D1 féminine, mais on me connaissait pas beaucoup. Je me faisais un petit peu chambrer, etc. Et puis en rigolant, j'ai dit à un journaliste, vas-y, organise un foot et avec les journalistes et tout, et avec les rédacteurs foot, on va aller faire un 5. J'ai marqué 7-8 buts avec des grosses frappes et tout. On a gagné 12-3. Je suis revenue le soir à la rédaction et puis bizarrement, tout le monde me respectait. Vous commentez donc des matchs féminins, des matchs masculins, des coupes d'Europe, un peu tout. Est-ce que c'est compliqué de passer de l'autre côté du terrain ? Oui et non, parce que j'ai la chance de pouvoir exercer mon métier de footballeuse professionnelle la semaine et aussi le week-end en tant que joueuse, avec mes matchs qui sont souvent le samedi. Et le dimanche, c'est plus des plateaux où parfois je pars aussi en Angleterre commenter des matchs de Première Ligue, principalement sur la Première Ligue. Beaucoup moins sur le foot féminin parce que je veux pas intervenir sur mon championnat par rapport aux joueuses, etc. Je veux pas me mettre en porte-à-faux. C'est pas difficile parce que c'est une passion et j'ai toujours regardé depuis mes 16-17 ans le foot à la télé. Et pour moi, à partir du moment où tu le fais avec passion et que ça reste du football, que je sois sur le terrain ou en dehors, c'est la même chose. Mais ce qui est certain, c'est que l'été dernier, lorsque j'ai commenté l'Euro féminin et que je voyais les joueuses sur le terrain avec la saison que j'avais faite, j'aurais pu y être. Et je me suis dit, je vais tout donner cette saison pour faire la Coupe du Monde l'été prochain. Et vous comprenez pourquoi vous n'étiez pas sélectionnée ? J'ai jamais compris, j'ai jamais su, et je pense que je saurai jamais. 5 ans et demi en dehors de l'équipe de France, on le vit comment ? Ça apprend des choses ? C'est dur parce que j'ai fait toutes les sélections jeunes, j'ai été championne d'Europe en 2010. Quand vous avez goûté à l'équipe de France A, même 4 sélections, que vous travaillez au quotidien, vous voulez aller au plus haut. Et aujourd'hui, moi, l'objectif le plus haut, c'était l'équipe de France. Donc pendant 5 ans et demi, vous travaillez et puis vous vous apercevez que vous n'êtes même pas dans les prélistes. Donc vous n'êtes même pas dans les 50 meilleures joueuses du championnat alors que vous avez des performances régulières. Au bout d'un moment, vous faites une raison en fait et vous trouvez une autre passion en attendant et puis vous vous accrochez en vous disant faut attendre que ça change. Je pense que ça m'a aidé aussi mentalement parce que forcément quand vous avez beaucoup de déceptions comme ça vous endurcit. Et je me suis dit je vais me préparer pour le jour où ça va arriver, où on me rappellera. Mais je me suis dit j'arrêterai pas le foot tant que je suis pas retournée en équipe de France. Donc la grande nouvelle tombe là cette année. Vous réintégrez avec le nouveau sélectionneur Hervé Renard l'équipe de France. Vous dites vous-même qu'on vous a sorti de la cave. C'est lui qui le dit de vous. On va dire que ces derniers mois, c'est allé très vite parce que j'ai toujours eu en tête la Coupe du Monde. Par exemple, il y a quelques mois, je suis pendant un repas de famille avec mes frères, mon père et ma mère, et je vais avoir 30 ans cet été. Et mon frère me dit « En fait, t'as prévu quoi pour tes 30 ans ?» Et je lui dis je serai en Australie, Nouvelle-Zélande. Mais je lui ai répondu comme ça, c'était au mois d'octobre. Et jamais pensé que Corinne Diacre allait partir, etc. Et il me dit « Ah, t'y crois encore ?» Je lui dis « Mais bien sûr que j'y crois encore. » Je trouve que cette anecdote, elle est belle parce que je me dis que j'ai toujours cru au fond de moi et j'ai toujours dit à mon père, parce que mon père était tout le temps déçu quand la liste a sorti. Et au bout d'un moment, je dis hey, papa, je suis même pas dans la pré-liste, donc t'attends pas à ce que je sois dans la liste. Elle va pas se réveiller en pleine nuit et dire ah tiens, je vais prendre Léa Le Garrec. Quand il y a eu les bruits, Wendy Renard, etc., j'ai reçu plein de messages. Ils m'ont dit allez Léa, c'est ton moment. Ensuite, il y a eu Hervé Renard. Et moi, j'ai continué à rester sérieuse, à me donner au maximum à chaque match que je jouais, parce que je me disais, si Hervé Renard, il regarde mes matchs, il faut vraiment qu'il voit mes qualités. J'ai regardé la conférence de presse avec 2 collègues de mon équipe, et puis j'ai pleuré, on a pleuré d'ailleurs, on a toutes pleuré, parce que j'étais, cette fois-ci, de retour dans la pré-liste. Donc c'était déjà une bonne chose. De retour dans l'équipe de France, vous marquez tout de suite. Oui, il y a eu déjà un match contre la Colombie où j'étais remplaçante, je suis pas rentrée. Et puis il restait un match face au Canada. Il avait dit dans sa conférence de presse qu'il allait me donner ma chance. Donc je me suis dit, il reste un match, logiquement, ça va être là qu'il va falloir être prête. Et voilà, et la veille, il est venu me parler en me disant si j'ai besoin de toi, je ferai appel à toi demain, etc. Et je lui ai dit aucun problème, je donnerai mon maximum. Je suis rentrée sur le terrain, on m'a dit ensuite, on aurait dit un enfant qui sort de prison.
Et c'est vrai que j'ai vraiment couru partout. J'ai donné mon maximum pour l'équipe. Et puis j'ai eu la chance, après un bon pressing de Jenny Sommer, de marquer un très beau but avec ce lob. Voilà, c'était une joie, je pense, qui a été énormément partagée avec les supporters. Et je sais que même à travers la télé, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que je les avais fait pleurer. Donc c'est bien parce qu'il y a des gens qui m'ont soutenue pendant toutes ces années. Et puis pour moi, c'était une récompense pour moi, pour mon club, pour toutes les personnes qui ont cru. Et aussi pour remercier Hervé Renard parce que sa première sélection, il m'a sélectionné directement. Est-ce que sur l'ensemble de votre carrière aujourd'hui, il y a un moment où vous avez douté, où vous avez eu envie d'abandonner ? Oui, souvent c'était dû à de l'injustice sur le terrain, de la méchanceté parfois des adversaires, des insultes de supporters ou l'arbitrage qui n'était pas juste. Et l'injustice, parfois, m'a déjà fait penser à arrêter le football. De quoi est-ce que vous êtes la plus fière sur votre parcours ? D'avoir porté le maillot de mon pays. Et votre plus gros défi ? D'être revenue en équipe de France après 5 ans et demi. Là, je pouvais pas dire mieux. Alors, j'allais vous demander quel est votre prochain Everest. Est-ce qu'il en reste un, maintenant que vous avez réintégré l'équipe de France ? Bah oui, la liste définitive pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, pour moi, ça reste la plus grande compétition dans le foot. Ensuite, vous avez aussi la Ligue des Nations qui commence en septembre. Et ensuite, vous avez les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Il y a quand même des belles échéances. Est-ce que vous avez un mantra qui vous guide au quotidien ? Carpe diem, profiter de la vie au max. Parce que je pars du principe que on travaille dur. Moi, je travaille quasiment parfois tous les jours. Et quand je peux couper... il faut profiter de la vie, que ce soit les voyages, profiter de sa famille. Souvent, je le dis à mes parents, de profiter, d'arrêter de mettre de l'argent de côté, ça sert à rien. Parce que si demain il leur arrive quelque chose, je leur dis profitez en fait, faites-vous plaisir. On va revenir un peu à un de mes sujets de prédilection maintenant, l'automobile. Est-ce que vous utilisez souvent la voiture ? Tout le temps. Je fais tout en voiture, j'aime pas les transports en commun, mais parce que je suis pas à l'aise dans les transports en commun. J'aime pas être oppressée et je trouve que dans ma voiture, je me sens bien. J'aime bien. Et justement, donc l'automobile est en pleine transition écologique. Est-ce que ça impacte votre quotidien ? Est-ce que vous êtes passé à l'hybride électrique ? Alors moi, là-dessus, c'est la voiture du club. Voiture de fonction. Donc, je m'adapte à ce qu'on me donne. Et pour l'instant, c'est une diesel. Tout bon. Est-ce qu'il y a un objet ou quelque chose qui ne vous quitte jamais quand vous prenez la voiture ? Le volant. Vaut mieux. Quel est votre meilleur souvenir en voiture ? D'avoir acheté à 19 ans ma première voiture toute seule, comme une grande. L'assurer. C'était une voiture en plus que j'avais toujours rêvé d'avoir. Et votre pire moment en voiture ? Je devais avoir 7-8 ans. On revenait de vacances. Sur la route, j'ai jeté mon chewing-gum par la fenêtre. Mes parents, bien sûr, n'étaient pas au courant parce qu'on n'avait pas le droit de jeter les choses par la fenêtre, mais je l'ai quand même fait. Et le chewing-gum, en fait, avec le vent, il a atterri sous mon siège, sous mes fesses. Et à 2-3 heures du matin, quand on est rentré à la maison, mon père, il m'a enlevé du siège. Il a vu que le chewing-gum était collé. Et j'ai pris très cher parce qu'en fait, le siège était mort. Alors finalement, au volant, vous êtes plutôt zen, énervé, vous chantez, vous écoutez de la musique ou des podcasts ? J'écoute la musique et je suis plutôt calme. J'ai appris à être calme. Il y a quelques années en arrière, j'étais quelqu'un un peu énervé. Et pourtant, on dit souvent que les Parisiens, ils klaxonnent, etc. Et comme moi, j'ai vécu en Bretagne, je suis restée zen. Et pour finir, comme le veut la tradition de Parole de Femme, on part en road trip. Léa, vous nous emmenez où ? Dans l'Ouest américain. Pourquoi ? J'y suis déjà allée et j'ai adoré parcourir tout ce qui est désert et surtout entendre le GPS et dire « Dans 132 km, tournez à gauche ». Et on rigolait à chaque fois avec mes amis parce qu'en fait, le GPS, il nous annonçait, on dit « On va s'endormir, tant de kilomètres comme ça, aller tout droit ». Et ça, c'était génial. Léa, au revoir et un grand merci pour ce moment sportif. Merci Clémence. C'était Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes.
Parole de femme,